15 heures au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence tout de suite le journal par les principaux titres de l'actualité. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Abbas Araghchi, en présence du chef de la diplomatie Badr Abdelghati et du chef des services de renseignement, le général de division Hassan Rashad. Le chef de la diplomatie iranienne a transmis au président el-Sisi les salutations et la reconnaissance du président Masoud Pezeshkian, dont le président l'apprécie, soulignant l'importance de poursuivre la voie actuelle afin d'explorer les perspectives de développement conjoint des relations entre les deux pays. La réunion a porté sur l'évolution rapide de la situation dans la région, où le président, ayant réaffirmé la position ferme de l'Égypte rejetant l'expansion du conflit, il a assuré la nécessité de mettre terme à l'escalade afin d'éviter un glissement vers une guerre régionale globale avec de graves répercussions sur la sécurité et les capacités de tous les pays et peuples de la région. Dans ce contexte, le président el-Sisi a souligné l'importance des négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis. Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et de l'acheminement de l'aide humanitaire. Il a également insisté sur le caractère inévitable d'une navigation normale dans le détroit de Bab el-Mandab et en mer Rouge. Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères a salué le rôle de l'Égypte dans le rétablissement de la stabilité régionale, soulignant la volonté de son pays de poursuivre les consultations avec l'Égypte dans les années à venir. Le président el-Sisi a également reçu aujourd'hui le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, Raphaël Grossi. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé l'appréciation de l'Égypte pour le rôle important de l'agence dans le soutien du cadre de non-prolifération et de désarmement nucléaire qui constitue à renforcer la paix et la sécurité internationale, en plus de maximiser les avantages des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Le président el-Sisi a également exprimé son appréciation pour les efforts en cours visant à élargir le cadre de coopération entre l'Égypte et l'agence. Le président a d'autre part affirmé que l'Égypte a toujours été à l'avant-garde des pays soutenant le régime de désarmement et de non-prolifération nucléaire, car elle vise à parvenir à un monde sans armes nucléaires. De son côté, le directeur de l'AIEA a salué le rôle actif et historique de l'Égypte dans le domaine du désarmement et ses efforts à cet égard. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a confirmé la position de l'Égypte, la position ferme de l'Égypte visant à établir une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient lors d'une conférence de presse conjointe avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. Le chef de la diplomatie a souligné le rejet total de l'Égypte de toute incitation à une option militaire concernant le dossier iranien, notant que cela ne sert pas la région. Abdelghati a exprimé la volonté de l'Égypte d'apporter le soutien nécessaire à la voie pacifique du dossier nucléaire iranien. Il a également insisté sur le soutien de l'Égypte aux initiatives précieuses lancées par l'Agence internationale de l'énergie atomique dans les dernières années pour renforcer les moyens par lesquels les pays en développement, dont l'Égypte, peuvent bénéficier de diverses applications nucléaires en soutenant leur programme de développement. Pour sa part, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a affirmé le soutien de l'AIEA aux négociations nucléaires en cours entre Washington et Téhéran. Il a souligné l'existence d'une coopération significative entre l'Égypte et l'AIEA sur le dossier de l'énergie nucléaire. M. Grossi a ajouté que l'agence soutient le projet d'Al-Dabra en Égypte, considéré comme un très important projet de
l'énergie nucléaire, indiquant que la première unité commencera à fonctionner après 2 ans. Il a poursuivi que ce projet va changer les règles de jeu en Égypte et le niveau régional pour l'importance du soutien apporté par l'Égypte à d'autres pays voisins dans ce dossier. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a reçu aujourd'hui le chef de la diplomatie et négociateur nucléaire iranien Abbas Araghchi en visite officielle au Caire. Les 2 responsables ont tenu une séance de pourparlers plénière portant notamment sur les moyens de renforcer les relations bilatérales. Ils doivent également examiner des dossiers régionaux d'intérêt commun. La défense civile dans la bande de Gaza a indiqué que des tirs israéliens avaient visé ce matin des personnes qui se dirigeaient vers un centre d'aide alimentaire dans le gouvernorat de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, faisant état de 4 morts, dont un enfant. Réagissant à ces informations, Philippe Lazzarini, chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a dit interdire en Israël depuis le début de l'année, a déploré que la distribution d'aide humanitaire à Gaza soit devenue un piège mortel. La Fondation humanitaire de Gaza, officiellement une société privée dotée d'un financement opaque, affirme avoir distribué des millions de repas depuis le début de ces opérations la semaine dernière, mais son déploiement a été marqué par des scènes chaotiques et des informations faisant état de victimes de tirs israéliens à proximité des centres de distribution. Le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a déclaré la bande de Gaza comme l'endroit le plus affamé au monde, où 100% de la population est menacée de famine et que 18% de la surface de Gaza est autorisée pour la survie des civils, tandis que le reste du secteur demeure sous le contrôle direct de l'armée de l'occupation israélienne ou bien exposé aux bombardements continus. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, le déplacement des Palestiniens se poursuit dans la bande de Gaza avec plus de 200 000 déplacés au cours des 2 dernières semaines. Les Nations Unies ont indiqué que la situation catastrophique à Gaza est la pire depuis le début de la guerre. Les bombardements se poursuivent dans toute la bande, en particulier dans le nord où le dernier hôpital partiellement fonctionnel a été contraint d'évacuer. 600 colons juifs épaulés par des policiers israéliens ont envahi aujourd'hui l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est en Cisjordanie occupée. Selon l'agence officielle palestinienne Wafa, les colons ont envahi la mosquée d'Al-Aqsa en plusieurs groupes et ont effectué des tournées provocatives sur l'esplanade. Ils ont également accompli des rituels talmudiques sous protection intensive des forces de l'occupation qui ont restreint l'entrée des Palestiniens venant pour la prière. Des délégations russes et ukrainiennes doivent se rencontrer à nouveau ce lundi à Istanbul dans la perspective qui paraît encore lointaine de mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Les détails dans ce compte rendu. Moscou et Kiev doivent se rencontrer à nouveau lundi à Istanbul, dans la perspective qui paraît encore lointaine de mettre fin à la crise russo-ukrainienne déclenchée en février 2022. Les 2 pays avaient déjà engagé de premières discussions directes le 16 mai dans la métropole turque, mais le rendez-vous avait été peu fructueux. La nouvelle rencontre intervient au lendemain de l'une des attaques ukrainiennes les plus audacieuses et réussies jamais menées sur le sol russe,
russe jusqu'en Sibérie. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, s'est entretenu dimanche au téléphone avec son homologue américain, Marco Rubio, au sujet de ces pourparlers. Les priorités de l'Ukraine sont un cessez-le-feu complet et inconditionnel et le retour des prisonniers et des enfants ukrainiens que Kiev accuse Moscou d'avoir enlevés. C'est ce qu'a déclaré dimanche sur les réseaux sociaux le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De son côté, Moscou refuse le cessez-le-feu inconditionnel demandé par Kiev et les Occidentaux et insiste pour régler ce qu'elle nomme les causes profondes du conflit en référence à une série de demandes maximalistes. La Russie exige notamment que l'Ukraine renonce définitivement à rejoindre l'OTAN et lui cède les 5 régions dont elle revendique l'annexion. Ces conditions sont inacceptables pour Kiev qui exige en retour un retrait pur et simple des troupes russes de son territoire. Le candidat nationaliste Karol Nawrocki a remporté de justesse la présidentielle en Pologne, un succès à contre-courant de l'engagement pro-européen et du soutien à l'Ukraine impulsé par le gouvernement actuel. Selon les chiffres de la Commission électorale nationale publiés ce lundi, M. Nawrocki a remporté 50,89% des voix contre 49,11% pour le libéral Rafał Trzaskowski lors du second tour de l'élection tenue dimanche, dont les résultats mettent en évidence la polarisation dans le pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Dans un message posté ce matin sur Facebook, M. Nawrocki a remercié ses électeurs pour leur soutien quotidien et engagement dans la campagne. Et en Corée du Sud, les candidats à la présidentielle anticipée du 3 juin poursuivent jusqu'au dernier moment aujourd'hui leur effort pour convaincre les électeurs à la veille d'un scrutin déclenché par la destitution du président Yoon Suk-yeol pour sa tentative désastreuse d'imposer la loi martiale. Les Sud-Coréens espèrent que cette élection leur permettra de tourner la page après 6 mois de chaos politique marqués par des manifestations massives, des rebondissements judiciaires et une succession inédite de présidents intérimaires. Tous les sondages prédisent une victoire du candidat de centre-gauche, Lee Jae-myung, battu d'un cheveu par Yoon Suk-yeol lors de la présidentielle de 2022. Le dernier sondage Gallup, autorisé avant l'élection, le crédite de 49% des suffrages pour ce scrutin à un seul tour, contre 35% pour le conservateur Kim Moon-soo du Parti du pouvoir du peuple, l'ancien parti de M. Yoon. Les deux candidats ont présenté leur campagne comme un combat vital pour l'âme de la nation dans une Corée du Sud polarisée à l'extrême. Voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention. Restez sur la télévision égyptienne pour la suite de nos programmes.